Salut à tous les amis, aujourd'hui on continue le tour des clubs avec Stéphane, mon acolyte, et on reçoit un autre Stéphane, Stéphane Diagana, qui est le président du Nice Côte d'Azur Athlétisme. Vous le savez, cette série, maintenant vous le savez, elle est en partenariat avec Dima Sport, qui est le partenaire officiel de l'athlétisme français. Est-ce qu'on a besoin de vous présenter Dima? Je ne crois pas, mais on en parlera un petit peu plus tard dans le podcast. Et sachez qu'il va y avoir un jeu concours avec Dima entre les clubs qui participent à cette série. On vous explique tout ça un peu plus tard. Pour l'instant, on se retrouve avec Stéphane Diagana. Installez-vous bien. Vous êtes dans la chambre d'appel. On your marks. Set. Nouvelle ville, nouveau club, on se rapproche de la Méditerranée sur la promenade des Anglais, plus précisément à Nice avec Stéphane Diagana. Incroyable Stéphane que tu aies répondu favorablement à cette invitation. On a connu avec Alex tes exploits quand on était plus jeune, on les voit encore, c'est un honneur absolu de t'avoir parmi nous dans la chambre d'appel. On fait ce tour de France des clubs pour recevoir des personnalités, des bénévoles, on reçoit aussi des présidents, des directeurs sportifs. Ce Tour de France-là, franchement, il nous régale aujourd'hui. C'est le Nice Côte d'Azur Athlétisme qu'on reçoit. Merci Stéphane d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que tu peux te présenter? Tu peux nous dire un peu ce que tu fais au quotidien en tant que président de ce club et un peu tes missions tout simplement. Alexandre et Stéphane, merci de votre invitation. Déjà, bravo pour cette belle initiative. Bravo à vous parce que je trouve que c'est intéressant de donner un peu d'éclairage sur la vie des clubs au-delà de ce que l'on voit à la surface, c'est-à-dire quand ils sont présents sur les stades en compétition. Donc pour voir comment ça marche ou comment ça marche pas, un club, dans certains cas, les difficultés que l'on peut rencontrer. Donc moi je trouve ça que c'est une très belle initiative, c'est vraiment chouette. Donc moi de mon côté, je suis président depuis 2022. D'un club qui existe depuis 98, qui est né d'une fusion de deux clubs historiques sur Nice, le Nice Université Club et le Paillon AC. 98, ça a été la fusion, donc moi je suis président depuis 2022. On a eu pas mal de présidents, dont l'un le plus célèbre, c'était Michel Loury, malheureusement, qui nous a quittés il y a quelques temps, qui a été un très très grand entraîneur de sprint français. Et donc voilà, c'est un club qui a pas encore une vingtaine d'années, qui se structure, qui grandit, et que voilà, j'ai décidé d'accompagner un peu plus parce que j'étais présent, j'étais licencié au club, mais là d'accompagner en prenant cette responsabilité en 2022. Ok, très bien. Écoute, merci pour cette petite présentation succincte. On prendra le temps, bien évidemment, un petit peu plus tard, de rentrer dans le vif du sujet avec beaucoup de questions autour de ce que vous faites, vous, précisément, à Nice, en termes de politique, en termes de formation, etc. Mais avant ça, on va lancer le podcast. Vous qui nous écoutez, vous commencez à avoir l'habitude avec le Dima Quiz, un petit quiz où on va enchaîner les questions rapides avec les réponses rapides de Stéphane pour mieux connaître, mieux appréhender le Nice Côte d'Azur Athlétisme. Et je vais commencer par la première question. Stéphane Diagana, combien de licenciés en 2025 au Nice Côte d'Azur Athlétisme? Alors sur la saison 2024-2025, 1200 à peu près, on tourne autour de 1200. Club plutôt stade ou hors stade d'après toi? Son ancrage, c'est le stade, mais le hors-stade se développe bien. Stéphane, quelle discipline représente le plus ton club? Discipline qui représente le plus le club, c'est pas facile. Mais si je devais en choisir une, je dirais quand même les lancers peut-être. Ouais, on est présent sur les lancers depuis pas mal de temps, et peut-être les lancers. Ouais. Ok, raconte-nous une anecdote un peu rigolote sur ton club, que ce soit en déplacement, aux interclubs, n'importe. Une petite anecdote rigolote. Oui, on avait des championnats interclubs. Interclub, on était redescendu, on avait fait 3 bulles l'année d'avant, donc on était redescendu. Donc les 3 bulles, c'était à Grenoble et on s'était retrouvé de mémoire à Orange, il me semble, où on était donc en national, local, on était remonté, ou à Dijon, je sais plus. Je sais qu'on a fait une remontée à Dijon, mais en tout cas c'était l'un ou l'autre, et les jeunes se sont enflammés au sens propre du terme, et ont craqué pas mal de fumée. Donc l'arrivée du relais était un peu compliquée, les juges étaient un peu en pétard, c'est le cas de le dire, ça fumait beaucoup, mais globalement tout s'est bien passé, on a vu les gens franchir la ligne d'arrivée quand même, mais voilà, c'était la petite anecdote, on a du mal à contrôler notre jeunesse bouillonnante, mais c'est sympa de les avoir comme ça et ils mettent l'ambiance. Ouais. Tant mieux, tant mieux. Quel est le nom de votre stade?
Alors le stade s'appelle Charles Hermann. Il a été rebaptisé du nom d'un homme politique niçois et avant il s'appelait Parc de l'Ouest parce qu'il est à l'ouest de la ville. Quand on franchit le Var, on est tout de suite au stade Charles Hermann. Si on vient participer à un meeting à Nice, c'est quoi la spécialité de ta buvette? Fais-nous rêver. Ah, la spécialité de la buvette, alors il faut forcément qu'il y ait un pain bagnat, voilà, ou le pain de bagnat, comme on dit, voilà, vous savez ce que c'est, hein, Ok. le pain voilà, qui baigne dans l'huile, d'où son nom, avec bien sûr des cébettes, des radis, des anchois. Alors on aime ou on n'aime pas les anchois, moi je suis fan, mais des anchois, des radis, des cébettes, de la tomate, du thon bien sûr, et voilà, j'en oublie, je vais me faire massacrer parce que si on oublie quelque chose dans la recette du pain bagnat, des févettes aussi bien sûr, voilà, donc ça c'est, alors c'est pas un incontournable parce que ça demande un peu de préparation, mais on essaye de le mettre sur les, voilà, le plus possible sur les événements. Et puis après, une autre spécialité, ça peut être la soca, mais ça, c'est plus difficile voilà, à mettre en place, mais c'est pas impossible. On va peut-être voilà, se mettre à la soca aussi bientôt. Tu nous as mis en appétit. Dans quelle discipline, sans leur manquer de respect, vous êtes le moins performant aux interclubs? Discipline moins performante. Alors, on a le moins de banc, on dirait. Le banc est pas très profond. C'est peut-être en sprint chez les femmes, peut-être encore plus que chez les hommes. Voilà, en sprint, c'est peut-être là où on est le plus en difficulté par rapport au haies et puis le triple saut aussi. Triple saut longueur, on peut mieux faire. Voilà, je pense. Ok. Et dans quelle discipline, à l'inverse, vous brillez le plus aux interclubs? Alors, on est assez complet en lancer quand même. Euh, En javelot femme, on a gagné la Coupe des spécialités cette année, l'année dernière. Donc voilà, on est assez complet avec des jeunes, des moins jeunes, donc c'est bien. Euh, En général, sur la perche, il y a des, je vois qu'en fait, c'est pas qu'on est extrêmement bon, mais je vois qu'il y a des clubs où on est plus en difficulté sur la perche. C'est vrai. Et bon, après, sur les interclubs, je rigole pas, nous, la marche, ça reste compliqué encore. Mais on essaye de faire, et on a une très très bonne marcheuse qui s'appelle Morgane Ocello, mais qui fait des très longues distances, hein, des 24 heures et 100 km. Donc, mais voilà, nos points forts, je dirais, lancés, particulièrement le javelot, on est assez complet. Et puis, après, globalement, le tour de piste, 400 haies, on s'en sort assez bien, saut en hauteur, perche, ça va, voilà, longueur triple un peu moins, quoi. Et puis demi-fond, c'est de mieux en mieux parce qu'on a des jeunes qui poussent. Toute la question, c'est de savoir si on les aura aux interclubs avec de plus en plus de jeunes qui partent en université américaine, mais ça, Ok. c'est un problème général. On en reparlera un peu plus tard certainement, Stéphane. Quelles sont les couleurs du club et quelle est votre mascotte? Alors, là, c'est l'aigle. Alors, il n'atterrit pas sur la piste d'atterrissage de l'aéroport de Nice, hein. C'est pas la piste d'atterrissage, c'est la piste tout simplement. Donc, l'aigle, le soleil, la mer et puis la montagne, ça résume bien le territoire. Et l'aigle, c'est vraiment le symbole niçois. Alors les couleurs, le violet vient du NUC notamment. Voilà, quand je vous parlais du Nice Universitaire Côte d'Azur, et puis on a essayé de rendre hommage aussi au paillon racé. Et voilà, on a ces couleurs-là de club. Ok. T'es ancien champion du monde du 400 mètres et à Athènes en 1997. Désormais, c'est quoi ta spécialité sportive? Ma spécialité, alors hier je faisais du 100 hauteur. Ok. Non, parce que je coachais une séance un peu, je filais un coup de main pour dépanner. Donc je coachais une séance de hauteur et puis une spé 800 après sous la flotte. Donc bah, je me suis collé aux deux, quoi. J'ai fait un peu de 100 hauteur pour montrer, Trop mais bien. bon, voilà, pas très haut, hein, avec peu d'ambition. Et puis l'aspect 8 sous la flotte. Mais non, globalement, je fais de la route maintenant. Je fais de la route. Ok. Quelle épreuve, malgré tout l'amour que tu portes au club, refuserais-tu de faire aux interclubs? Quelle épreuve? En fait, je penserais pas à moi. Moi, je serais prêt à faire toutes les épreuves, mais vraiment, si je pouvais leur éviter, il faudrait qu'ils évitent de me solliciter, à mon avis, à la perche. Parce que ce serait compliqué quand même. J'en ai fait quand j'étais gamin, mais bon, j'ai plutôt une impulsion préférentielle pied droit tout en étant droitier. Donc voilà. Même si avec le 400 j'ai travaillé l'autre quand même, mais voilà, ce serait peut-être compliqué et je pense pas que j'apporterais beaucoup de points. On aurait mieux me mettre à la marche, je pense. Ok. À Nice, est-ce que vous êtes plutôt plot, coupelle ou latte sur les séances? Ah, c'est pas mal coupé, peu de latte en fait. Moi, j'étais très très latte, surtout quand j'étais à l'INSEP. Je préfère en fait visuellement. Et là, c'est plus coupel et ouais, plus coupel. J'ai l'impression plot. Mais des lattes, j'en vois moins sortis sur le stade. Puis les commandes de coupel passent plus, je pense, plus Ok. souvent. Et donc Stéphane, imaginons, tu as un budget illimité chez Dima Sport. Qu'est-ce que tu commandes comme matériel pour le club de Nice? Alors, je commanderais des perches, je pense.
Ouais, parce que des perches, on en a, et Dima, il distribue une marque de perches, hein, je crois, Pacer, hein, Pacer, ouais. Pacer, si je ne me trompe pas. Donc, parce que en fait, c'est maintenant que je connais un peu mieux la perche, ma fille fait de la perche en plus, donc je suis un peu, je vois les écarts d'indices, voilà, qui est très très fin, qu'il faut. On a l'impression de résoudre le problème, et non, il faudrait celle qui est entre les deux. À chaque fois, c'est celle qui est entre les deux qu'il faut. Et puis bon, le budget d'une perche entre 700 minimum, hein, jusqu'à plus de 1000. Donc ouais, un bon stock de perches pour qu'on n'en parle plus, voilà. Bon, Parce qu'on ben, a pas mal de perches la, avec différents niveaux, filles et garçons. La transition, elle est toute trouvée du coup, Stéphane, parce que à l'occasion de cette série, on en parlait en introduction, on organise avec Dimasport un grand jeu concours entre tous les clubs qui participent à ce tour des clubs dans notre podcast. Le principe, il va être très simple, les amis, c'est le club dont l'épisode qui récoltera le plus de likes sur notre chaîne YouTube, il remportera un bon d'achat de 1500 € à utiliser sur dimasport.fr. Donc voilà, on trouve que c'est un joli moyen pour récompenser les clubs qui font vivre l'athlète au quotidien, comme vous, et de leur donner un petit coup de pouce matériel grâce à Dima. 1500 €, c'est peut-être pas grand-chose pour certains, peut-être énorme pour d'autres. Et justement, une bonne nouvelle ne vient jamais seule. Il y a une deuxième nouvelle, c'est que tout le monde peut aussi profiter de moins 15% sur dimasport.fr. Vous tous qui nous écoutez, tous les clubs, tous les présidents, tous les directeurs sportifs de clubs qui nous écoutez, avec le code LCDA15, vous avez moins 15% sur dimasport.fr pendant toute la durée de notre série. Toutes les infos, bien évidemment, seront disponibles dans la description de cet épisode. Donc voilà, les amis, ça c'est pour le petit jeu concours. À vos likes. Merci Isabelle. Elle se reconnaîtra. On va rentrer maintenant, Stéphane, si tu es d'accord, avec le cœur de notre podcast sur la politique générale ou même en détail du club de Nice Côte d'Azur Athlétisme. Aujourd'hui, c'est un des clubs les plus importants sur le plan sportif, mais aussi sur le sur le social. Et ça, on sait que c'est important de construire de différentes pratiques, de construire un club autour de différents axes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la politique de ton club en 2025 et 2026? Oui, alors le club, moi, quand j'ai repris la présidence en 2022, bon, je me suis inscrit dans l'histoire du club, qui est un club qui vient de la piste. Hein, c'est pas un club de runner, hein, au départ, c'est un club qui vient de la piste. Donc ça, c'est quand même au cœur de ce club, avec de la pratique sur la piste loisir, de la pratique bien sûr orientée performance jusqu'au plus haut niveau, on avait 3 sélectionnés au championnat du monde à Tokyo, un sélectionné au jeu avec Mackenson à Paris, donc les 3 sélectionnés avec Emma Montoya, Sacha Alessandrini et Mackenson Gletti, donc à Tokyo. Et puis une forte présence sur les podiums nationaux. On est le club qui est le plus médaillé, le plus médaillé, je crois à égalité avec l'US Talence, hein, si on considère tout le cross, les championnats nationaux, tous les championnats nationaux hiver-été, chez les jeunes et moins jeunes. Donc on a avec des niveaux de participation au championnat de France, je crois qu'on a 92 cette année présents au championnat de France, 92 athlètes présents au championnat de France, avec un très bon, on a le meilleur ratio de transformation finale podium et qualifié finale aussi. Donc ça veut dire que nos athlètes, ils abordent bien la compétition, donc ça c'est chouette. Après, on a d'autres pratiques bien sûr, parce que l'athlétisme ce n'est pas que ça, et moi je suis très investi sur le sport santé depuis pas mal d'années. Donc on a des pratiques d'activité physique adaptée depuis longtemps, avec un programme qui s'appelle As du Cœur, qui est un peu issu d'un projet entrepreneurial que j'avais avec ma femme, et on a voulu faire profiter aussi de Nice Côte d'Azur Athlétisme et mettre en place ces programmes qui sont soutenus par l'ARS, hein, l'Agence régionale de santé. Donc c'est aussi une diversification que l'on souhaite, que chacun se trouve bien sur un stade d'athlétisme, quelle que soit sa condition. Et là, on parle de malades, hein, patients coronariens par exemple. On a une pratique sport adapté, on a des contacts avec 3 établissements. Ça a été établi avec 3 établissements en sport qui traitent du handicap mental et psychique. Et donc, on a des activités physiques régulières pour ces publics-là. On a peut-être une trentaine de licenciés à la Fédération de sport adapté. C'est Isabelle Leroy qui coach la perche aussi au club. Qui a eu cette initiative parce qu'elle avait une sensibilité pour ça. Et puis là où moi je voudrais qu'on accélère, et ce qui me gêne aujourd'hui, c'est que j'ai connu, quand j'étais athlète en région parisienne, un athlétisme plus divers sur le plan social, plus mixte. Et aujourd'hui, je trouve que c'est moins le cas. Et si je vois, alors c'est peut-être région parisienne par rapport à Nice,
mais peut-être que c'est aussi l'époque qui veut ça, et j'ai envie un peu qu'on puisse traverser la nationale 202 qui nous sépare d'un quartier prioritaire de la ville et qui nous adresse pas beaucoup de jeunes. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui viennent de ce quartier-là, alors que on est vraiment à immédiate proximité. Et ce n'est pas que la barrière physique de cette nationale. Je pense que ce sont des barrières culturelles qu'il faut aller casser, donc il faut aller vers. Donc vraiment envie de développer et probablement monter des projets de type une école, un club. Je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des dispositifs ministériels qui sont soutenus pour très tôt, dès le primaire, parce qu'après c'est plus difficile en collège et en lycée, faire découvrir l'athlétisme à ses enfants dans les écoles. Donc là, on va travailler dessus. C'est un projet 2026 et je veux vraiment qu'on aboutisse pour l'année prochaine et qu'on ait mis en place ça et qu'on propose des activités d'athlétisme tout au long de l'année à ces jeunes dans cette école primaire de proximité de ce quartier prioritaire de la ville, des Moulins. Voilà, quartier des Moulins. Donc voilà, on essaye de balayer le spectre, ce spectre-là, alors avec les limites de ressources et de compétences, mais on essaye de le faire du mieux possible. Ok, hyper intéressant, Stéphane. On sent tu l'as dit en introduction directement que tu t'es comment dire, quand tu es devenu président, tu t'es inscrit dans l'histoire du club. Forcément, on prend ses marques au début, et là, on sent que tu vas apporter une vraie touche, et ben c'est intéressant à voir. Euh, pour arriver à cet objectif-là, j'imagine que vous avez un modèle économique. Est-ce que vous avez des salariés? Est-ce que vous travaillez avec des bénévoles? Est-ce que vous avez des services civiques? Voilà, comment vous êtes organisé pour mettre en place justement cette politique que tu impulses? Oui, alors pour mettre en place cette politique, bien sûr, il faut des moyens humains, des ressources humaines. Et pour avoir des ressources humaines, on ne peut pas compter que sur le bénévolat aussi quand on est un club de cette taille-là. Surtout que on a aussi une politique événementielle qui est essentielle à la fois pour le rayonnement du club, mais aussi pour pouvoir générer des ressources financières et payer notre action que j'ai décrite, l'action que j'ai décrite sur ces différents champs. Pour financer ces actions-là. Donc voilà, l'événement, c'est à la fois du rayonnement et à la fois des moyens pour l'action principale qui est au cœur du club. Donc on a effectivement des salariés, on a 4 salariés, mais on a 4 alternants aussi cette année. Et on a un service civique, voilà, on en a déjà eu un peu plus, mais voilà, on travaille sur des salariés service civique. Au niveau de l'encadrement, on tourne entre 45 et 50 coachs, avec des coachs un peu seniors, un peu plus expérimentés, qui vont coordonner les plus jeunes intervenants, qui sont parfois des athlètes, qui viennent filer un coup de main sur l'éveil athlé ou sur l'encadrement poussin. Voilà, donc on a un peu cette mixité. Je pense que il y a rien d'extraordinaire, on la retrouve dans beaucoup de clubs, mais on a conscience d'avoir quand même la chance d'avoir une capacité à avoir des salariés. C'est pas le cas de tous les clubs. Même, Effectivement, je pense que c'est très intéressant d'avoir cette discussion-là avec certains clubs qui se disent on peut fonctionner qu'avec des bénévoles, qu'avec des salariés, alors qu'il faut arriver à mettre le curseur au bon endroit, au bon moment. Et c'est ce qui fait qu'on arrive, à mon avis, d'après moi, à avoir vraiment ce club qui permet de progresser tout simplement. J'ai envie de revenir sur ce que tu disais sur les événements. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les événements que tu organises, que vous souhaitez organiser dans le futur, sachant que Nice, c'est une ville qui organise beaucoup d'événements de course à pied, d'Ironman aussi, de triathlon un peu à l'extrême. Il y a aussi le Nice Côte d'Azur by UTMB, il y a la Prom Classique, il y a aussi le semi-marathon de Nice. Ouais. Comment vous faites un peu pour vous intercaler un peu dans ce calendrier qui est déjà très fourni? La ville est très dynamique là-dessus, que ce soit sur la course, sur le cyclisme, sur le triathlon. Il y a l'arrivée du Tour féminin qui sera à Nice début août l'été prochain. Donc c'est vrai que c'est très très dynamique. Donc il faut se faire une place. Alors on a nous des événements qu'on essaye de reprendre. On regarde des possibilités. Il y a des événements parfois qui s'arrêtent parce que ce sont des événements qui sont portés par des petites structures un peu à bout de souffle. Et la ville nous a proposé de reprendre une course de vignoble, puisqu'il n'y a qu'un seul vignoble à Nice, qui est le vignoble de Belley, sur les coteaux du Belley, sur la rive gauche du Var. Et elle s'appelait la Ronde des Collines. On l'a appelée la Belley Festive, parce que c'était une course festive. Donc on l'a relancée il y a 2 ans sous la flotte, donc c'était pas terrible. Il y avait 600 personnes, mais il y avait une attente forte de la relancer. Et l'année dernière, on a bloqué à 1500 et on espère être à 3000 participants cette année. Donc c'est une économie qui, pour moi, ne doit pas échapper à 100% au club. Et aujourd'hui, elle échappe trop au club. C'est un moyen
de développer les ressources du financement privé. On sait très bien que le financement public, il va pas aller crescendo. Il y a des différentes priorités, même si pour moi le sport doit en être une, vu tous les impacts sociaux positifs qu'il y a à la pratique du sport. Mais on essaye de développer bien sûr des ressources privées. Le, le, le rôle des événements pour nous, c'est de compenser, je dirais, ce que l'on n'a pas et qu'ont les sports collectifs, à savoir tous les 15 jours des événements qui peuvent donner de la visibilité aux partenaires, les réunir aussi, parce qu'il y a une dimension, au-delà de la visibilité, une dimension business, réseau, qui fait que les partenaires se retrouvent autour d'un match. Ici, dans une salle d'athlétisme, c'est le handball féminin. On se partage la salle avec le handball féminin et depuis peu le futsal. Donc les pistes d'athlétisme sont sur les côtés de ce terrain central. Et donc, eux, ils ont des partenaires, ce réseau-là. Donc nous, on a la chance, on n'est pas l'escrime, on n'est pas le judo, on est l'athlétisme, et le running, c'est l'athlétisme, et on a la chance de pouvoir aller sur ce terrain-là, et on essaye de le faire comprendre à la ville pour qu'elle nous choisisse de manière préférentielle à des organisateurs privés, à partir du moment où on est capable, nous, de mettre les compétences en face pour sécuriser un événement de qualité, pour assurer un événement de qualité et le sécuriser. Voilà, ça c'est ce travail. Donc on a repris cette course, la Vélé Festive. On a une course qui est un peu plus restreinte sur la partie piétonne de la promenade des Anglais qui s'est faite à la fin octobre, qui réunit 1000, cette année un peu moins parce que la date était moins bien, mais un petit millier de personnes avec des courses pour enfants. À cette occasion, on a fait aussi, puisque la promenade des Anglais est un endroit très passant, très cosmopolite et très passant, on a mis en place avec un partenaire, un village chanté, pour faire des tests de conditions physiques, en fait, tout simple. C'est très bien ça. Et ça a bien marché, ça a plu, ça a bien marché avec la Maison Sport Santé de Nice. Donc voilà, on a des actions aussi événementielles, mais plus dans la durée, notamment avec des écoles. On fait des tests de diagnoformes, en fait, avec des écoles. Donc voilà tout ce que l'on essaye de mettre en place. Alors, faut que ça suive. C'est pas évident parce que ça relève d'une culture entrepreneuriale qui est pas forcément très très présente dans les clubs et qui heurte un peu les sensibilités quand on va vers ces directions-là. Voilà, les gens pour qui c'est pas l'athlétisme. Je dis oui, mais l'athlétisme, notamment le haut niveau, ça coûte cher et si on veut le financer, on doit aller sur ce terrain, il y a des centres de coûts, des centres de profit. Et quand on a ce discours-là, c'est un discours centre de coûts, centre de profit. Moi, j'ai fait une école de commerce, donc pour moi, c'est quelque chose de naturel, mais on voit que c'est un discours qui est associé à l'entreprise et on se dit, mais l'association, c'est pas une entreprise, c'est les réactions qu'on observe parfois. Je dis oui, mais elle a les mêmes problèmes à la fin de mois. Elle doit équilibrer ses budgets si elle veut pouvoir payer ses salariés. La seule différence, c'est qu'on distribue pas de dividendes et que tout est réinvesti dans le développement, dans la pratique. Mais après, on a des clients internes, des clients externes, des clients internes avec beaucoup de guillemets qu'on appelle des adhérents licenciés qui ont des besoins, des attentes, des clients externes qui sont nos partenaires, à qui on doit rendre compte aussi. Et ça, c'est une culture qu'il faut faire avancer, mais c'est pas facile. Stéphane, je suis totalement d'accord avec tout ce dont tu viens de parler, mais je vais revenir sur un truc que tu as dit, que tu as évoqué, c'est que le running permet bien souvent, quand un club a un événement running, ça lui permet de gagner un petit peu d'argent qui viennent un peu compenser les pertes liées aux subventions qu'on est en train de perdre de plus en plus. C'est le mouvement sportif perd des subventions, c'est comme ça. Mais on voit aussi, à contrario, de plus en plus d'organisateurs privés qui viennent entre guillemets piquer l'organisation d'événements de clubs. Donc là, c'est assez compliqué. Et on vient de voir là la semaine dernière la Fédération française d'athlétisme qui a lancé un plan running qui vraiment s'investit dans le running avec le PPS, le parcours prévention santé qui devient le pass prévention santé avec Ouais. Avec tout ce qui va avec. D'ailleurs, on vous informe qu'on va recevoir Emmanuel Jagger, la vice-présidente de la fédération, dans un podcast très prochainement pour parler de ça. Quel est ton regard là-dessus, à la fois sur la nécessité pour les clubs d'organiser des événements running, sur la place des privés là-dedans, et sur le rôle que va avoir la FFA dans les mois à venir, dès le mois de janvier là. Je crois qu'il y a eu une erreur en fait historique qui date presque d'il y a 50 ans maintenant, milieu des années 70, milieu des années 80, quand le running a commencé à se développer. Je crois que la fédération à cette époque n'a pas perçu le potentiel de développement du running, n'a pas réfléchi à l'accompagnement pour ces nouveaux publics.
Et donc, bien, ça s'est développé à part. Et les clubs, du coup, n'ont pas perçu non plus. Il y avait la piste, il y avait le running, c'était autre chose, alors qu'il y a une passerelle évidente, on le voit maintenant, hein, parce que bah, nos coureurs de 10 000 comme Jimmy Gressier, ils sont aussi semi-marathoniens, donc il y a vraiment une passerelle, et donc on a un retard sur ce plan, et une fois de plus, les acteurs de l'entreprise, eux, ont bien identifié l'opportunité avant, et aujourd'hui ont un peu préempté le domaine, et il faut que l'on fasse corps, que ce soit les clubs, les comités, les ligues et la fédération, pour prendre notre part. Ça ne veut pas dire tout prendre, mais que l'on ait une place aussi et faire du lobbying. Je pense que le meilleur levier, moi, c'est vraiment l'axe de discussion que j'ai avec la ville de Nice, hein, qui nous soutient. Nous, le département et la région, mais le principal soutien, c'est la ville de Nice. Et on échange sur le fait que la ville de Nice n'est pas en capacité d'accompagner la croissance du club à hauteur de... Si on rapporte la subvention au nombre de licenciés par rapport à il y a 10 ans, c'est sensiblement la même et c'est déjà bien. Mais on a 2 fois plus de licenciés avec un niveau en plus de pratique plus élevé qui fait plus de déplacements en compétition. Donc on est obligé d'aller chercher d'autres sources. Et si on veut pouvoir aller les chercher, il faut que la ville nous aide à récupérer des organisations, nous accompagne dans notre structuration pour pouvoir, une fois de plus, proposer des événements de qualité, être capable de les assumer dans notre organisation et pouvoir en tirer les bénéfices qu'on l'on réinvestira à 100% dans la pratique, dans la professionnalisation de nos coachs aussi, pour mieux répondre aujourd'hui aux appels, je dirais, aux appels à candidature pour être pôle. Vous avez vu sans doute passer les appels à candidature pour être pôle espoir territorial ou pôle avenir. Bon, ben ça, si on veut être capable de répondre, il va falloir, je dirais, professionnaliser et sécuriser les parcours professionnels des coachs au sein des clubs. Et ça, pour ça, il faut des moyens. Et la course sur route peut être un moyen de subvenir à ces nouveaux besoins. On a parlé un peu de structuration. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la structure que vous avez par rapport à des clubs associés, peut-être, et aussi leur infrastructure? On sait qu'il y a le stade Hermann. Est-ce qu'il y a d'autres stades sur lesquels vous travaillez aussi? Oui, alors au parc Charles Hermann, donc on a un terrain d'honneur qui est à disposition de l'athlète, donc il n'y a pas de foot au milieu. Donc ça c'est avant il y avait l'OGC Nice qui utilisait ce terrain, mais ce n'est plus le cas avec leur centre d'entraînement, leur centre de formation. Il n'y a plus de match ou alors très rarement. Donc c'est vraiment un stade qui est dédié à l'athlétisme avec une piste de 400 mètres. Tous les sautoirs hein, avec des doubles entrées pour la perche ou en tout cas un dans la demi-lune et deux même je crois dans la possibilité dans la ligne droite. Donc c'est un stade qui a accueilli les championnats de France en 2000, qui a accueilli les Jeux de la francophonie, donc c'est une belle infrastructure. Elle est vieillissante, hein, c'est un stade qui a 50 ans, mais voilà, donc on a ça, et il y a une piste de 250 mètres en plus dans le périmètre, ce qui nous permet quand le samedi matin il y a beaucoup de monde avec toutes les pratiques, d'avoir quand même un peu d'espace, plus la salle couverte, avec ce que je vous disais, de part et d'autre du terrain de hand, deux lignes droites, l'une qui est dédiée au sprint sur 50 mètres, l'autre qui est dédiée au saut en hauteur et à la perche. Et il y a des travaux qui vont être faits, on est le combien aujourd'hui? Le 17, donc le 20, pour qu'on puisse avoir en permanence, sauf en cas de compétition, les sauts horizontaux et la perche, parce qu'on était tout le temps obligé de déplacer le sautoir à la perche. Et quand on le déplace tout le temps, bah forcément, il dure pas longtemps. Voilà, donc là, on n'aura plus qu'à le déplacer pour les compétitions, donc ce sera plus rare. Et après, on a d'autres sites. On a un stade qui s'appelle le stade Vauban, qui est dans le centre de Nice, qui est un peu plus problématique en exploitation parce que il est dans un parc, donc c'est pas une enceinte. Donc vous pouvez croiser, il faut faire la police, il y a des gardiens, c'est pas simple. Mais il y a une bonne dynamique, il y a des jeunes qui se sont formés là-bas et ça fait partie des deux sites les plus importants du club. Après, on a un super stade qui est un peu excentré, qui s'appelle la Lovette. Là aussi, il y a des quartiers prioritaires de la ville juste à côté et il y a un potentiel sans doute pour faire, comme je l'ai dit, pour les moulins, mieux que ce que l'on fait. Mais une piste de 400 mètres, un peu en hauteur, avec une super vue, donc vraiment un site sympa. Et puis après, il y a le Forum, c'est au nord de Nice aussi, qui est un petit espace qu'on exploite pour l'association. Voilà, donc, voilà les 4 sites. Et alors donc, à côté, il y a un club associé qui est Antibes, qui a son stade au Fort Carré. Et Antibes, c'est un peu plus de 500 licenciés. Voilà. Et que dire, on a des collaborations avec Antibes, on a des athlètes qui sont licenciés à Antibes, qui ont leur licence à Antibes, mais que nous on soutient
financièrement, quand on doit les aider, ils intègrent nos équipes interclubs avec le maillot de Nice. Très bien, multitude d'équipements quand même, c'est intéressant. C'est pas le cas de partout. Vous avez quelque part un peu de la chance d'avoir tous ces équipements. Nous à Montpellier, en tout cas, on est un peu jaloux de vous. On a un stade. Pourtant vous avez un super équipement, mais peut-être qu'il est un peu privatisé par le Crêpes, pas accessible. Non, pas du tout. Il est relativement accessible, mais on a juste un stade. On n'a pas de piste d'échauffement, comme tu pouvais dire, un 250 mètres à côté qui pourrait permettre de délester. On n'a pas d'autres infrastructures. On a une toute petite salle pour laquelle on ne peut pas forcément avoir accès. On n'a pas forcément accès parce que c'est hors de prix. Bon, nous, on est un peu en galère par rapport à. Là, tu nous as mis l'eau à la bouche. On va venir chez toi, peut-être. On est sollicité. C'est marrant, on est sollicité parfois pour des questions d'infrastructure, même par des grandes villes. Je ne dirai pas les noms, mais des athlètes de grands clubs, de grandes villes, plus grandes que Nice. Donc je vous donne des indices parce que Nice c'est la 5e ville de France. C'est la 5e ville de France, donc voilà, des villes plus grandes que Nice où on dit on n'a pas de salle de musculation, on n'a pas de pour acheter des perches. Donc on est sollicité par des athlètes comme ça et c'est assez surprenant parce qu'on pense que toujours l'herbe est plus verte ailleurs, mais on sait qu'on est bien lotis. Elles sont parfois un peu vieillissantes pour certaines infrastructures, mais globalement on sait que de ce côté-là, alors bien sûr on aimerait une salle plus grande, on aimerait que le hand ait sa propre salle pour pouvoir être plus à l'aise dans la partie couverte, mais c'est nécessaire aussi d'avoir cette c'est cette répartition sur le territoire des différentes pistes, parce que le territoire niçois est un territoire compliqué finalement pour se déplacer. On est dans les Alpes-Maritimes, donc ça porte bien son nom, et les Alpes, elles tombent dans la mer. La bande littorale est très, très étroite, donc les déplacements sont quand même assez compliqués. Il faut faire passer le train, l'autoroute, la nationale, la voie rapide, et c'est pas facile. Donc si vous êtes à Nice-Est et que vous devez venir à Nice-Ouest, ça peut parfois être un petit peu compliqué, même si maintenant il y a le tram qui facilite. Et puis c'est aussi plein de collines. Donc la Lovette, c'est en hauteur. Donc les temps de trajet peuvent être un peu longs. Donc c'est nécessaire qu'on ait ces équipements. Bah, parfait. Stéphane, on a parlé un petit peu des événements en début de podcast. Là, on a parlé de vos infrastructures. J'ai envie de faire le lien d'un événement qui se passe sur un stade. C'est les interclubs. C'est un événement central dans la saison de tout athlète, de tout dirigeant dans tous les clubs de France. Vous étiez l'année dernière en N1A. Vous avez gagné votre poule. On est bien placé pour le savoir parce que nous, Montpellier, on a fini derrière vous. Donc cette année, vous allez matcher en Élite B. C'est quoi vos ambitions? Quels sont vos objectifs? Est-ce que les interclubs sont un moment fort de la clé à Nice? Voilà, dis-nous tout un petit peu sur cette politique interclub que vous pouvez avoir à Nice. Oui, alors les interclubs, on arrive à avoir 2 équipes à chaque fois, donc une qui sera en Élite B et puis l'autre qui sera au niveau régional. C'est un moment fort, mais on n'a pas d'obsession à progresser à tout prix. On veut progresser, mais sans déroger à un modèle qui est celui d'avoir des gens qui s'entraînent sur place. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit attractif sur le plan des infrastructures, on en a parlé, mais sur le plan des coachs. Si je prends l'exemple d'un transfuge de Montpellier qui est Mackenson Gletti, qui s'entraînait à Montpellier, on avait, je dis on avait parce que maintenant il est coach national des épreuves combinées en Autriche, Rudy Bourguignon, comme entraîneur, et Mackenson est venu pour Rudy, est venu pour l'accompagnement qu'on lui proposait, et aussi pour un double projet, pour s'installer à Nice. C'était pas pour s'entraîner sur plan d'entraînement, et pour s'installer à Nice. Donc ça, on y tient parce que les jeunes en profitent aussi. Les athlètes, les top athlètes sont là, et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Il avait un projet, il voulait faire une formation de dessinateur projeteur, donc j'ai trouvé une entreprise de bâtiment, de second œuvre, avec un président du club de triathlon, qui est président du club de triathlon à Nice Triathlon, Vincent Isaiah, qui a une boîte vraiment dans ce domaine-là, donc qui a financé une formation. Donc on est vraiment dans essayer d'accompagner l'athlète dans son projet global. On l'aide à trouver des hébergements s'il faut, on active le réseau. Donc c'est dans cette idée-là. Après, on a des athlètes de haut niveau qui sont à l'extérieur, mais qui ont souvent, pour la plupart, ou même pour tous, eu un passé dans le club. Emma Montoya est aujourd'hui à Nantes parce que c'est sans doute la meilleure solution pour elle, compte tenu des solutions qu'elle avait recherchées ici et qu'elle avait épuisées ici.
Et donc elle est à Nantes, sur le pôle de Nantes avec Manu Ruggen. Mais elle est toujours licenciée au club. Rougui Diallo, à une époque, est partie aussi du club alors elle s'entraînait, alors elle plus sur Blouris, mais elle venait quand même de temps en temps à Nice. Youssef Benzania qui est parti à Montpellier pour Bruno Gagère parce qu'on n'avait pas d'équivalent à lui proposer. Mais par contre, un athlète qui nous appelle et qui dit moi voilà, je veux faire les interclubs pour vous et qu'est-ce que vous me donnez, qui n'a pas de projet sur Nice, ni pour les infrastructures techniques en s'entraînant sur plan d'un coach externe si à la limite, ni pour venir s'entraîner avec un coach à Nice, c'est pas le projet. Donc nous, le but, c'est d'être performant en interclub avec des jeunes qu'on fait monter, et puis avec des gens qui sont attirés par les coachs que l'on a et l'infrastructure sportive. Et ça présentera des limites, et les limites, on les voit notamment, j'ai évoqué, on a pas mal de jeunes cadets qu'on se dit, tiens, voilà, maintenant, ils vont pouvoir monter sur certaines disciplines, mais on sait qu'ils seront en université américaine l'année prochaine. Donc ça chahute un petit peu le projet, mais on verra où ça nous emmène. Si ça nous permet de nous maintenir en élite B ou en élite A et de naviguer entre les deux, moi ça me va. Je préfère faire ça que de recruter et de sortir de ce cadre-là et de faire perdre un petit peu l'âme au club je dirais sur l'autel du haut niveau, tout relatif que sont les interclubs, on va dire. Est-ce qu'il y a une demande particulière de la ville par rapport à ce suivi de subventions? On sait qu'il y a certaines subventions qui sont accordées en fonction des métropoles ou des collectivités par rapport aux résultats interclubs. Comment ça fonctionne, vous, à Nice? Alors nous, on a justement cette chance, comme je dis, si on n'a pas l'obsession des interclubs, c'est que la ville ne l'a pas non plus. Elle regarde d'autres choses. Je pense qu'on a beaucoup d'autres choses à mettre en avant, notamment l'action territoriale. Et c'est pour ça que je veux le développer aussi. Et c'est une attente forte de la ville qu'on ait ce rôle, je dirais, au sein du territoire, ancré dans les problématiques du territoire. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et puis après, bien sûr, les résultats de nos jeunes, on les met en avant. La ville est très contente. On a une médaille d'argent U20 derrière Haute-Bretagne Athlétisme qui est très très dur à aller chercher sur ce terrain-là. Mais on s'est rapproché un peu cette année. Donc voilà, aux interclubs, là c'était au Interclub jeune, ouais, c'est ça. Interclub jeune, voilà. On est 3 fois sur 4 podiums en équipe athlée. Donc moi, je souhaite qu'on soit capable d'être performant. Ça veut dire qu'on forme bien. Et puis, comme je le disais, voilà, en jeune, globalement, en termes de médaillés, je vous disais, globalement, on est le club le plus médaillé avec l'US Talence, mais les jeunes sont très très présents dans ce total de médailles. Cadet, junior, notamment junior filles. C'est vrai qu'on vous voit de plus en plus, j'ai envie de dire, c'était pas forcément le cas il y a 5-6 ans, mais Nice Côte d'Azur, on vous voit de plus en plus sur les podiums jeunes, sur les interclubs jeunes également. Et c'est vrai que Haute-Bretagne, ils sont injouables. On a reçu Marc Reuzé, ils nous ont parlé un peu de leur club. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode du HBA. Ils sont vraiment très forts sur ce secteur-là. Il faut leur laisser, il faut leur laisser. Ah, je sais pas. J'aime les challenges. Non, ça motive bien nos jeunes aussi, ça motive nos coachs. Oui. Puis, c'est sympa. C'est vrai que ça permet à certains jeunes aussi de rentrer dans une dynamique de haut niveau collectif sans avoir la capacité à rentrer dans la dynamique de haut niveau individuel parce qu'il leur manque un petit peu et ça les maintient. Donc j'aime bien ces compétitions jeunes. Je parle des équipes athlées aussi. Je regrette parfois qu'il n'y ait pas d'équipe athlée en cadet maintenue parce que ça existait pour permettre à des jeunes de s'accrocher un peu plus à l'athlé parce que parfois il y en a qui ont des progressions un peu plus tardives que d'autres et qui se découragent dans les catégories cadettes. Donc, ce sont des compétitions que j'aime bien, c'est par équipe. Et si on est bon dans les équipes athlées, dans les interclubs jeunes, on sait que surtout pour les interclubs jeunes, cadets, juniors, ça pourra faire office de densité pour une épreuve qui pourrait être un petit peu en délicatesse dans l'interclub senior. On peut aller piocher un cadet, un junior pour être remplaçant. Et s'il est déjà un petit peu acculturé d'un interclub en ayant participé aux interclubs jeunes, et c'est un plus forcément pour le club. C'est vraiment nécessaire, je pense, ce genre de compétition. Ah oui, ils ont envie d'atteindre l'étape d'après, et quand il y a quelques cadets qui peuvent rentrer dans l'équipe senior, là, ils sont fiers, c'est sûr. Ouais.
C'est sûr. Stéphane, tu nous as tendu deux, trois fois une perche que je vais saisir maintenant. Tu as parlé déjà deux, trois fois des États-Unis et de l'exode des athlètes aux États-Unis. C'est un vrai sujet, encore plus et de plus en plus dans l'actualité, parce que de plus en plus d'athlètes, année après année, partent aux États-Unis. Alors, souvent, j'ai envie de dire, dans les universités, c'était des athlètes un petit peu, sans leur manquer de respect, de seconde zone qui partaient. Les cadors restaient en France, mais de plus en plus, on a des athlètes des équipes de France qui partent en université également. Alors il y en a comme Jeff Erius qui part pas en université, qui part dans un groupe professionnel. Il y en a d'autres comme Ryan Zezé qui sont pareils, qui était Pablo Matteo à l'époque. Maintenant il a changé de structure d'entraînement, il est revenu en France, mais qui était parti avec Michael Anani, mais c'était pas en université. Voilà, c'est quoi toi ton regard là-dessus? Est-ce que la fédération n'aurait pas tout intérêt à ne pas laisser passer le wagon aussi et à, je sais pas, mettre en place des choses, alors pas forcément pour retenir les athlètes, mais pour mieux les accompagner à leur retour déjà, parce qu'on sait qu'ils sont souvent un peu lâchés dans la nature à la mi-mai en Europe, et quand ils reviennent en France, et ça peut être compliqué. Et puis peut-être aussi pour nouer des liens tout simplement avec des universités référentes, ou je sais pas, en tout cas moi là, je donne un petit peu mon avis, mais quel est le tien? Bah, écoute, mon épouse est vice-présidente de la fédération en charge du haut niveau, donc j'ai quelques infos sur le sujet. Et il y a un travail qui est fait. Il y a deux grandes agences qui travaillent en France pour trouver des opportunités aux États-Unis en université pour les jeunes athlètes français. Il y a une volonté de la fédération de pas regarder le train passer et juste de compter les points, mais d'être un petit peu plus impliqué dans ce processus qui va pas s'arrêter du jour au lendemain. Je crois que la fédération en a conscience, mais il y a sans doute des moyens de mieux l'accompagner, de proposer des alternatives et d'identifier quand il y a des départs comme ça, s'il y a des alternatives qui peuvent être proposées aux athlètes sur le territoire français. Donc il y a vraiment un travail qui peut être fait parce que bien souvent, il faut savoir que quand vous partez sur une université américaine, vous en discutez maintenant et ça doit se faire pour la rentrée de septembre 2026, par exemple. Ça va se faire là, au plus tard, au début de l'année. Vous signez parce qu'il y a un coach que vous avez identifié qui est un bon coach, et puis vous arrivez en septembre, c'est plus le même coach. Voilà. Donc, vous arrivez dans une université et là, vous retrouvez un coach. Ok, vous avez des aménagements horaires, mais vous n'avez pas le bon coach. Ça se passe pas bien, c'est pas quelqu'un qui a de l'expérience. Et finalement, en plus, la gestion des calendriers universitaires qui peut être compliquée, l'adaptation de la charge d'entraînement, qui est un échange pour savoir comment entraîne le coach, quelle va être la progressivité de la charge d'entraînement, sachant d'où vient l'athlète, pour que il y ait plus de réussite. Parce que finalement, si c'est accompagné et que c'est au profit des équipes de France, et que ça permet d'avoir des moyens supplémentaires pour accompagner plus d'athlètes, la fédération ne peut pas accompagner tous les athlètes, mais pour les athlètes qui sont d'un niveau un petit peu moindre et qui n'auraient pas d'aide de la fédération, si c'est une opportunité pour leur donner des moyens pour grandir, pour se développer, que ne pourrait pas donner la fédération, il faut savoir en profiter. Donc je crois que la fédération est dans cette logique-là. Elle va travailler avec une des deux agences, sans doute, qui travaille sur le territoire français pour envoyer des athlètes aux États-Unis. Mais ça, c'est après la deuxième chose, c'est bien sûr développer les solutions. Et je pense que ça doit se faire en s'appuyant sur des clubs, mais il faut des engagements aussi dans la durée. Il faut pour pouvoir, si un club dit, moi je salarie un coach compétent sur un pôle pour pouvoir faire venir des gens, il faut donner un peu de temps pour que tout ça s'installe. Il faut que peut-être valider ensemble le choix du coach avec la fédération et en contrepartie dire si vous prenez ce coach-là, qu'il soit français, cadre technique ou pas, qu'il soit français ou étranger, si vous prenez ce coach-là, nous on vous accompagne et on facilitera, on orientera des athlètes vers vous parce que il y a un cahier des charges et vous cochez toutes les cases, il vous manquait le coach, maintenant vous avez quel coach, on vous donne 4 ans avec ce coach et on vous accompagne financièrement sur le financement de ce coach, par exemple. Je pense qu'il faut construire ça et accompagner le mouvement aux États-Unis. Et peut-être que si ce deuxième travail est bien fait, bien sûr avec tout ce qui est double projet, nous on a à Nice des conventions, bien sûr avec des collèges, avec un lycée, avec un internat, et on a des conventions avec l'université, avec une école de commerce qui est l'Université Côte d'Azur, avec l'EDEC, qui est un BBA online, et nous on a un partenariat avec cette école, parce qu'on est la 5e ville de France, mais je veux dire c'est tout à fait envisageable à Montpellier, qui est une grande ville universitaire, parce que si on a des compétences techniques, une infrastructure et des aménagements d'études,
eh bien, on sait que le choix des États-Unis ne sera pas forcément automatique pour beaucoup de jeunes. Mais il faut proposer des alternatives qu'on n'a pas suffisamment aujourd'hui, pas assez identifiées comme ça peut l'être dans d'autres sports. J'ai l'impression que le parcours vers l'excellence ou du moins le haut niveau est assez compliqué. La communication, en tout cas, a été compliquée pendant pas mal d'années. Et c'est très bien si la fédération arrive à avoir un livre un peu ouvert de ce qui va se passer pour que les athlètes et les parents, surtout les parents, puissent se dire, bah là, il y a telle ou telle structure et je peux y aller dans tel ou tel cadre. Et ça, c'est un atout. D'ailleurs, sur Nice, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une relation avec un pôle? Est-ce que vous avez un pôle qui travaille en même temps sur le même secteur, sur le même localisation géographique? On sait que c'est le cas de Haute-Bretagne Athlétisme, eux-mêmes de Cergy, qui a le pôle qui est pas rattaché, mais qui est au même endroit que le club. Oui, exactement, hein. Sur la saison 2024-2025, on était pôle espoir pour plusieurs disciplines avec trois coachs référencés par l'équipe technique nationale. Sur le sprint haie, la perche et les lancers. Euh, mais c'est un pôle, mais il n'y a que des athlètes du club en fait. Et Ok. il faut sortir de cette logique de pôle où il n'y a que des athlètes du club. Donc il faut aussi que s'il y a des choses qui marchent, que ça se sache, que la fédération aussi, à partir du moment où elle labellise un pôle, le présente comme une option aussi à des athlètes pour venir s'installer. Quand on est notamment en post-bac, de toute façon, on part, on a un appart, donc il n'y a même plus le problème de l'internat. Avant, il peut y avoir un problème d'internat, il peut y avoir un problème de famille d'accueil, et ça, c'est au club d'y travailler. Nous, on a un internat, comme je vous le disais, un partenariat avec un lycée, donc on a des places chaque année, mais on pourrait trouver d'autres solutions, notamment avec des familles d'accueil. Hein, ça se fait pour le rugby. Il y a le rugby, le stade niçois rugby qui était en Pro D2 l'année dernière, qui est descendu, mais qui accueille, qui a des familles d'accueil pour les jeunes rugbymen qui viennent des quatre coins de la France. Donc il faut voilà que il y ait ce soutien de la part de la fédération, de la ligue, pour dire oui, c'est un pôle référencé, donc c'est une solution. Et que finalement, quand il y a une orientation, presque la fédération organise le pitch de chaque pôle potentiel qui peut accueillir, afin qu'il présente, voilà comment il voit, que l'entraîneur puisse parler techniquement, échanger avec la tête, voilà ce qu'il peut lui proposer, voilà comment, compte tenu de ce qu'il a fait, voilà lui l'orientation qu'il donnerait, et puis qu'on puisse proposer toute l'infrastructure autour et que la tête puisse choisir après en connaissance de cause. Et ouais, c'est un vaste sujet. On cherche toujours la bonne formule, hein. Chacun arrive avec ses idées et les met en place. On espère qu'on va réussir à faire quelque chose de pérenne et qui va être dans l'intérêt des athlètes surtout, qui vont permettre aux jeunes et moins jeunes de s'épanouir. C'est un vrai sujet qu'on va pas développer forcément beaucoup plus ici. On va se recentrer un tout petit peu sur le Nice Côte d'Azur athlétisme. Et sur toi, Stéphane, moi j'ai une question assez personnelle à te poser. Avant d'être président du club de Nice en 2022, toi tu as eu un parcours sportif, même un parcours, tu as été à l'origine de la Ligue pro d'athlétisme, je Ouais, crois en tout à fait. 2007 ou 2008. Bon, tu as connu plein de choses. Est-ce que tu avais un club ou un modèle de référence avec tout ce que tu as pu vivre, notamment à l'INSEP? C'est pas forcément un club, mais c'est un modèle peut-être. Est-ce que tu avais, toi, dans tes clubs où tu as été athlète, tu t'es servi de certaines expériences, de certaines choses que tu as vécues en bien ou en négatif pour devenir le président que tu es maintenant? Oui, bien sûr. Bah, en fait, on est inspiré par beaucoup de personnes. Donc moi, quand j'étais gamin, j'ai commencé à Cormeilles-en-Parisis, dans le Val d'Oise, un petit club sur une petite colline. Et puis après, je suis descendu de la colline pour aller vers un plus grand club, l'ancêtre de l'EFCVO, qui s'appelait le Stade Athlétique Franconville-Plessis-Bouchard, puis Entente Franconville, Hermont et ainsi de suite. Donc moi, voilà, ça a été mon premier club, grand club en termes de non pas de compétences des entraîneurs, parce que dans mon premier club, j'ai eu la chance d'avoir un très très bon entraîneur et il n'était pas le seul dans ce club, mais qui avait une plus grande dimension où on pouvait faire des choses par équipe. Donc j'ai découvert la dimension par équipe et je sais que c'est important. Donc c'est bien d'avoir cette expérience parce que l'animation aussi, tout ce qui est animation au sein du club, proposé aux jeunes. Là, alors on a Claudine Rogumiel qui est une heptathlonienne, que vous connaissez peut-être, qui Ouais. rentre des États-Unis. Et elle m'a fait cette remarque, et c'est ce que le constat que je faisais aussi par rapport aux expériences de club que j'avais eues en région parisienne. Elle me disait, bon moi je reviens des États-Unis, il y a beaucoup de bureaux des élèves partout, des animations, des trucs. Et elle dit, bah là, bon, on vient s'entraîner, on partage pas ensemble. Et moi je me rappelle avec des potes, des entraîneurs, à l'époque Manu Chapelle par exemple, on était dans le club ensemble, ou Laurent Roche qui entraîne maintenant
aux Antilles, qui a entraîné Mégane Granson par exemple, que je connais depuis l'âge de 10-12 ans. Voilà, on a fait des relais ensemble, mais aussi on allait faire des parties de bowling, on faisait des soirées crêpes, on faisait après l'assemblée générale, il y avait une fête, il y avait avec de la musique hein, comme à l'époque. Et, maintenant, je crois qu'ils dansent plus les jeunes, donc je sais pas comment ils font. Je crois que mais bon, en tout cas, voilà, il y avait de l'animation. Et bon, elle faisait le même constat que moi. Je disais, c'est un peu, il manque ça un peu. Donc là, elle a dit, bah tiens, est-ce qu'on pourrait pas faire un bureau des athlètes? Je dis, bah super, pour essayer d'animer. Donc moi, tout ce qui va dans ce sens-là, dans la vie de club, c'est ce qui fait la différence avec une pratique sportive libre, quoi, libre. J'aime pas le mot libre parce qu'on n'est pas enfermé dans un club, mais une pratique non fédérée, non associative et par soi-même, c'est la vie sociale. Et la vie sociale, c'est pas que les compètes et l'entraînement, ça doit être autre chose. Donc ça, tout ça, ça m'inspire. Ça m'inspire aussi parce que le président du club, le premier président du club à Franconville, Christian Decadi à l'époque, je le voyais descendre, il tapait des résultats et puis il allait descendre pour faire le 3000 steeps, filer un coup de main. Donc voilà, moi j'ai commencé tout en bas avec. Tu vas faire le 3000 steeple aux interclubs, c'est donc un non, c'est pas, que tu nous donnes. Non, je pense qu'il y aura mieux à trouver peut-être. Il faudrait vraiment qu'on soit mal hein, pour que j'ai une preuve. On est quand même en élite B, donc c'est vrai. Il faudra avoir des gros trous. Quoi. J'ai l'impression que... C'est pour ça d'ailleurs que je préfère être président du Disco d'Azur Athlétisme que d'un club de 200 personnes. Où là, forcément, aux interclubs, je toucherai un trou. C'est possible. Mais c'est vrai que cette identité de club, elle se construit dès le jeune âge. On le sait, les gamins, ils sont très attachés à leur club de cœur, à leur club un peu formateur. Vous, quelle est la vision de cette formation chez les plus jeunes, les benjamins, les minimes? Est-ce que vous spécialisez les gamins? Est-ce que c'est plutôt des épreuves combinées? Est-ce que vous forcez, entre guillemets, à faire des compétitions? Ce qui est le cas de certains clubs. Comment tu peux nous exprimer un peu cette vision de la formation chez les jeunes, la formation athlétique? Alors nous, on force personne déjà, ça c'est un principe. Alors, on encourage, on incite, on encourage, mais on va pas forcer. Il faut pas que les gamins ce soit à contre-cœur qui viennent. Faut qu'ils aient le sourire. Après, il faut les accompagner, essayer de leur faire comprendre ce qu'il peut y avoir d'intéressant. Dans le fait de ne pas contourner une difficulté et de l'affronter, voilà. Donc parce que c'est un projet d'éducation aussi, donc c'est pas que de la performance. Donc, mais il faut pas forcer les gamins, il faut essayer de les accompagner pour qu'ils y trouvent un intérêt. Voilà, c'est plutôt la démarche. Après, on a forcément une pratique assez large en Benjamin minime. On a pour certains profils qui sont vraiment des profils lancés. Plus ou des profils demi-fond, parfois un petit focus un peu plus sur leur discipline de prédilection, mais en leur faisant toucher à tout. On a après, à partir de cadets, voilà, des spécialisations qui se dessinent, avec une difficulté, moi que j'ai rencontré plusieurs fois des témoignages de jeunes, je leur demande alors comment ça se passe en première année cadet. Et en fait, c'est parfois difficile parce qu'ils se retrouvent avec un groupe, avec des espoirs, des adultes, des juniors. Ils sont déracinés de leur groupe et la dimension sociale, c'est là qu'on voit qu'elle est importante. Il dit bah ouais, mais moi je vois plus mes copains, mes copines, et d'un coup ça devient sérieux presque. Voilà. Et il manque quelque chose. Donc là, cette année, par exemple, mais j'aimerais qu'on l'institue de manière plus régulière sur la première année de cadet. Forcément, comme il y a encore des choses qui peuvent être relevées du tronc commun en termes de formation, vous ayez un lanceur en KD1, vous ayez un sprinter, un demi-fondeur, il y a des séances qui peuvent être partagées. Et j'aimerais qu'en KD1, avec un encadrement tournant, pourquoi pas, il y ait une séance, voilà, un petit catalogue de séances, une programmation de séances dans l'année, encadrés par différents coachs, qui puissent leur permettre de se retrouver au moins une fois par semaine sur ce tronc commun où on va faire des multibons, on va faire des haies parce que c'est pas mal pour à peu près tout le monde, ou des lattes, ou de la fréquence gestuelle, ou voilà, tout ce qui est vraiment général et transversal à toutes les disciplines qui peut aider. Donc là, il y en a eu une cette année, ça a bien marché, mais je voudrais que moi ce soit l'hebdomadaire. Donc on va essayer de mettre ça en place pour la rentrée prochaine, et je vais essayer de faire en sorte que les entraîneurs voient le bon côté des choses. Et je pense que les témoignages des jeunes sont importants, parce que si on ne prend pas ça en compte, ça peut être aussi des causes d'arrêt, tout simplement de la pratique. Si un gamin ne s'amuse plus, et si c'est trop tôt pour l'orienter sur de la monodiscipline, voilà, c'est pas forcément ça peut conduire à ça, oui, ça peut conduire à un arrêt de pratique. Ouais.
C'est vrai qu'on met souvent l'arrêt ou la non-reconduction de licence sur le dos du fait que les études. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté social qui peut être à prendre en compte au-delà du côté c'est parce qu'il est passé au lycée ou c'est parce qu'il est passé à la fac qu'il a arrêté l'athlétisme, il a plus le temps. Et c'est vrai que des cadets et des espoirs, il y en a un qui est mineur, il y en a un qui est majeur aussi. Ils ont peut-être pas les mêmes centres d'intérêt. C'est vrai que ça peut être un sujet intéressant de faire une transition plus douce. Ouais, je vais vous faire un avis. La dimension sociale, on la sous-estime bien souvent, même à très haut niveau. Je vais pas citer son nom, mais un très bon ami qui était coureur de 4, qui a déjà fait une Coupe d'Europe sur 400, qui s'entraînait avec moi, avec Fernand Hurtebise à l'INSEP. On va le retrouver alors. Hein. Ah, vous allez le retrouver. Hein. Et qui m'a dit un jour, écoute, si je suis honnête avec moi-même, ce qui me motivait le plus pour faire une perf, c'était de pouvoir rester à l'INSEP avec vous. Parce qu'il était fils unique, parce que c'était un peu sa famille. Vous voyez, c'est rarement verbalisé, mais c'est sans doute dans la tête de beaucoup de jeunes et moins jeunes. Et il faut pas sous-estimer cette dimension-là. Donc c'était sa motivation, c'était celle-là, sa motivation profonde. Au fond, il me dit c'était celle-là, parce que si j'étais pas repris à l'INSEP, on se voyait plus, quoi. Voilà. C'est beau. Quelque part, c'est beau. Ouais, c'est vrai. Stéphane, on a parlé de beaucoup de choses déjà, mais il y a un élément qui est un peu central dans une association sportive, mais pas que, dans toutes les associations, c'est le bénévolat. Il y a plusieurs sortes de bénévolat. Il y a les bénévolats que j'imagine, toi, tu es bénévole en tant que dirigeant. Il y a le bénévolat, donc toi, c'est un bénévolat, on va dire, ancré dans le club où tu es là très régulièrement. Il y a les bénévoles qui peuvent venir peut-être sur un événement, une des courses, la Belle et Festive, si j'ai bien retenu. La Belle et Festive, exactement, et la PRD, la Prendre Corday. Et après, il y a les bénévoles, les juges aussi sur les compétitions. On sait qu'on en manque cruellement. En tout cas, j'ai l'impression que c'est assez général ça. Comment vous êtes organisé à Nice de ce côté-là? Voilà, les juges, les entraîneurs aussi. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc on a des bénévoles qui sont ponctuellement, d'autres qui sont dans la durée sur différentes tâches. Oui, c'est pas simple, hein, parce que c'est difficile. Nous on le voit, il y a des jeunes qui veulent s'investir, mais parfois ça les empêche de faire certaines compétitions, quoi. Et ils sont d'abord compétiteurs. Pour les jeunes, c'est compliqué. À un moment, on pensait que c'était. Je pense que c'est plutôt peut-être une façon de rester aussi dans le club pour des gens qui sont plus dans la performance, qui sont plus comment dire. Voilà, qui sont espoirs ou seniors et qui peuvent peut-être eux plus facilement dire oui, c'est une façon d'aider le club aujourd'hui. Moi, j'ai été aidé par il y avait des juges dans les compétitions et je comprends que les jeunes aussi ils vont avoir besoin de faire des compétitions, mais je pense que en fait aujourd'hui, de manière générale, pour le bénévolat, alors il y a quelques personnes qui vont être capables de dire voilà, moi je mets la main, je mets le bras, je mets le coude, je mets jusqu'à l'épaule et c'est comme ça, voilà, j'accepte. Mais on en trouvera de moins en moins, pour plein de raisons, hein, et c'est pas un procès, c'est parce que l'organisation de vie, parce que des familles monoparentales, la société a changé, qui font que parfois c'est pas si simple de s'organiser et de donner un engagement comme ça sur toute une année, chaque semaine. Il y a plein de choses qui ont changé, et donc je pense que c'est plus facile d'imaginer des engagements bénévoles, et pour les juges peut-être si on délimite l'engagement qu'on va demander. Et voilà, la formation, ça va durer tant, et on s'engage, nous, par an, à te solliciter sur 4 compétitions de l'hiver, de l'été. Je pense qu'il y a peut-être un travail pour éviter que les gens soient affolés à l'idée de se dire mais si je mets le doigt là-dedans, je vais être... Et je pense que pour le bénévolat, de manière générale, il y a peut-être des choses à rénover. Moi, je pense à la présidence d'un club. Bon, c'est lourd. Si les statuts permettent, je sais pas, peut-être que ça existe, mais permettre une présidence tournante 2 ans sur un mandat de 4 ans, avec l'un qui devient vice-président, l'autre qui devient président, mais que c'est presque prévu dans les statuts, qu'on n'a pas à s'en occuper. Donc un qui prend un peu plus de recul pour d'autres projets perso, mais qui est là, et puis un autre qui passe en... Je me dis, il y a peut-être à réinventer aussi le modèle, parce que être président de club, c'est plus la même chose qu'il y a 10 ou 20 ans sans doute, avec des responsabilités nouvelles, avec les déclarations de contrôle d'honorabilité, avec des sujets qui sont quand même complexes et qui mettent un petit peu de pression. Donc tout ça, je pense que voilà, il faut repenser, que ce soit pour les juges, pour revenir à la question, peut-être délimiter, et peut-être que c'est comme ça qu'on devrait s'aborder. Voilà, qu'on devrait aborder le sujet, pardon. En disant voilà, on cherche des juges et on s'engagera à les solliciter que 2 fois et peut-être qu'on en aura plus.
Je pense que se réinventer, c'est important. Il faut aussi faire comprendre aux gamins le respect en fait envers les juges et que sans eux, rien n'est possible. Et ça doit partir vraiment de la base avec les éducateurs sportifs, les animateurs. Moi, j'étais en compétition ce week-end, Stéphane, ça m'a choqué. Il y a aucun gamin qui a dit juste merci aux juges. Et moi, je sais que les miens, j'essaye vraiment de leur dire, allez voir les juges. Alors, ils osent pas des fois, parce que des fois, c'est des juges qui sont un peu plus âgés, etc. Oui, Mais c'est la timidité parfois. c'est peut-être de la timidité, mais il faut essayer vraiment à ce que les animateurs forcent un peu le trait en disant non, non, mais il faut que tu ailles dire merci juste. Ouais, Et c'est ce qui doit se passer dès les gamins. Tu parlais de c'est vrai, d'accord. réinventer et Attends, réinventer aussi. excuse-moi Stéphane, Pardon, juste vas-y sur ce Alex. sujet, je rebondis parce que ça peut aussi venir des athlètes élites qui montrent ça. Et Exact, il y en a un qui le faisait très bien, c'est Benjamin Compaoré, Benjamin. c'est Ouais. vrai. qui à chaque fois, on le voyait sur tous les championnats, que ce soit nationaux, internationaux, Ouais. interclubs, il allait serrer la main des juges, mais vraiment Ouais. de bon cœur. Il prenait un petit temps pour chacun, et c'était une superbe image, je trouve. Et Margot c'est Chevrier, que je vois assez régulièrement aussi remercier les et- juges. Ouais, on va pas les citer, ils sont plus nombreux, il n'y ouais, a pas que Ouais, Benjamin, mais c'est vrai bien que sûr, on a mais quelques-uns et l'exemple vient d'en haut, on dit souvent, donc ouais, il je faut pense travailler aussi. les Ouais. deux. Mais bon, c'est si super l'exemple vient important. d'en haut, c'est souvent aussi parce que Benjamin, sans doute qu'il a eu un éducateur qui l'a sensibilisé à ça Exactement. aussi. C'est sûr. Et je pense que c'est très important. Enfin, moi personnellement, ça m'a choqué et je pense vraiment qu'il faut faire passer le mot à tous les éducateurs parce que c'est comme ça qu'on va garder cet esprit qui est quand même bénévole, qui est super important. Est-ce que ce serait pas André Jaffory dont tu nous parlais Je ne le nom? répondrai pas. Ouais. J'ai pas dit oui, mais j'ai pas dit non. Ok, je pense que c'est lui. Juste, tu parlais de réinventer aussi la structure. Peut-être, quels sont les grands chantiers à Nice qui vous attend? Une restructuration peut-être du stade. Tu disais qu'il est un peu vieillissant, ou est-ce que ça peut être une nouvelle structuration, sans parler d'événements, mais Oui. voilà, quel gros chantier vous attend là? Alors oui, en termes d'événements, on a quelques idées, mais voilà, il faut y aller aussi progressivement. Il faut qu'on se structure au fur et à mesure. Et aujourd'hui, moi, quand je raisonne sur un nouvel événement, je raisonne avec voilà, un compte de résultats et dans la partie dépenses, j'essaye de réfléchir à de nouvelles comment dire ressources humaines. Donc pour pas surcharger non plus les équipes et puis parce que tout simplement parfois il n'y a pas les compétences. C'est un peu le problème, c'est que les formations sont très orientées sport, mais donner un temps plein sur du sportif dans un club, c'est pas possible, hein, compte tenu de la disponibilité des publics plutôt en fin de journée. Et donc, il faut derrière des compétences sur le développement, qui sont pas assez au rendez-vous, pas assez présentes dans les formations. Donc, du coup, parfois, c'est aussi quand je réfléchis à un nouvel événement, c'est dire bon, avec qui je vais le faire et comment je peux dégager des ressources pour avoir soit un prestataire, soit un CDD, soit voilà quelque chose qui corresponde aux besoins et aux projets. Après, on va avoir la piste qui va être faite normalement à l'été Ok, prochain. Voilà, donc elle est assez, elle doit avoir 13 ans maintenant, donc pour des questions d'homologation, de toute façon, c'est nécessaire. On a eu des dérogations de World Athletics pour qu'elle reste homologuée. On peut avoir des dérogations sur 1 ou 2 années supplémentaires, mais là, on arrive au bout. Et il faut le faire. Donc la piste, ça, c'est à Charles Herman. Elle va être complètement refaite normalement à l'été prochain. Après, les aménagements, les travaux dont je vous parlais, là, qui vont démarrer en milieu de semaine, qui vont nous permettre d'avoir quand même un meilleur confort en d'entraînement salle, ouais. Ok. la salle l'hiver. Et puis après, bon, sur le stade de Vauban, il y a beaucoup de choses à faire parce que là, c'est des changements de matériel, probablement un nouveau tapis. On a la chance, et je tiens à les remercier. On a l'AS Monaco Athlétisme qui nous a cédé du matériel qui était en stockage chez eux et comme on a de très bonnes relations, ils nous ont appelés en premier parce qu'ils voulaient s'en débarrasser, il fallait qu'ils vident au stade Louis II des espaces de stockage. Et donc on a récupéré des poteaux de perche et ça tombe bien, on en avait besoin. Et un tapis de hauteur, des haies, donc c'est vraiment super. Donc, C'est pas du petit matériel en plus. Donc, non, c'est pas du petit matériel. Non, non, c'est pas rien. bah c'est Voilà. top tout ça. Quand ça fonctionne comme ça, c'est beau. C'est beau. Stéphane, on a fait. Stéphane, quand je dis Stéphane, vous appelez tous les deux Stéphane. Je parle à Stéphane Diagana, le président du Nice Côte d'Azur Athlétisme. On a fait un grand tour d'horizon un petit peu. Là, ça va être le moment de se séparer. Est-ce que tu aurais peut-être quelque chose que tu voulais mettre en avant, dont tu voulais absolument parler dans ce podcast, à dire maintenant? La parole est libre maintenant, tout de suite.
Non, mais je crois que il y a pas mal de choses qui ont été dites sur les différents sujets. Ce serait de trop long débat si on parlait des interclubs élites. Je vais pas lancer là-dessus. Voilà, moi je pense qu'il nous manque pour professionnaliser. Peut-être que je finirai là-dessus si on parle professionnalisation de l'athlétisme. J'ai été président de la ligue. La Ligue Pro, la Ligue d'athlétisme, quand elle s'est lancée en 2007, c'était le président Bernard Anne-Salem qui m'avait demandé de la présider. Et donc, on a sensibilisé quand même les clubs au fait de professionnaliser, donc je pense que ça n'a pas été inutile, ne serait-ce que pour la protection sociale des athlètes, qu'ils aient des trimestres aussi. Quand vous, avec 6 000 euros, vous pouvez faire 4 trimestres, donc c'est prendre date déjà en termes de trimestres pour un athlète. Et s'il lui arrive un accident, il a une couverture quand même, que bien souvent il n'a pas quand il est juste gérant d'une société et qui se paye en rémunération de gérant quand il est pro, parce qu'il signe des contrats, ou quand il se paye en dividende de sa société, il n'y a pas de protection sociale liée à sa pratique sportive et au risque d'accident sur un terrain sportif. Donc, on a lancé ça, assez aidé et soutenu par la Ligue à l'époque. Aujourd'hui, toujours très aidé et soutenu par la fédération, et on est toujours sous une professionnalisation, sous perfusion, je dirais, et sous assistance respiratoire. Et je pense que c'est parce qu'on n'a pas un circuit de compétition pro digne de ce nom, d'un niveau bien supérieur à ce que peuvent être les interclubs Elite A, avec peut-être moins de monde aussi, parce que ces gros déplacements coûtent beaucoup au club en termes financiers. Donc moi, en termes d'élite, je serais favorable à un resserrement, je l'ai dit, mais voilà, la majorité des clubs ne pensent pas comme ça, mais je serais favorable à un resserrement sur un homme et une femme, et pas deux hommes, deux femmes en élite A et en élite B, pour avoir un niveau de compétition qui soit plus élevé. Ça n'empêche pas d'avoir une équipe 2 ou une équipe 3 éventuellement, pour la partie animation, parce que les interclubs, c'est aussi l'animation du club. Donc je pense qu'il nous manque ça pour vraiment pouvoir professionnaliser des athlètes et sécuriser une partie de leurs revenus, sachant qu'une grosse partie sera toujours celle des partenaires et celle qu'ils peuvent avoir sur les meetings quand ils ont la chance d'en faire, que ce soit en France ou surtout à l'étranger. Voilà. Bon, parfait. Merci pour le message. Maintenant, les amis, vous savez tout ou presque tout sur le Nice Côte d'Azur Athlétisme présidé par Stéphane Diagana. Nous, on va se retrouver assez rapidement pour de nouveaux épisodes, de nouveaux clubs, de nouveaux visages, de nouvelles histoires. Je vous rappelle que cette série vous est présentée en partenariat avec Dima Sport, le partenaire officiel de l'athlétisme français. Et je rappelle que nous avons un jeu concours. Donc là, tous les licenciés ou tous les fans du Nice Côte d'Azur Athlétisme, allez sur le YouTube de la Chambre d'appel pour liker cette vidéo. On vous rappelle qu'il y a 1 500 € de matériel Dima à gagner pour la vidéo qui récoltera le plus de likes. Donc c'est important pour le club, je pense. Il y aura également, on vous le rappelle, la possibilité pour tout le monde, vous tous qui nous écoutez, il y a moins 15% sur dimasport.fr avec le code LCDA15. Ça va être valable pendant toute la durée de la série. Toutes les infos, bien évidemment, vont être en description de cet épisode. Merci Stéphane Gauthier, mon acolyte. Merci Stéphane Diagana, notre invité du jour. Et à très bientôt, les amis. Merci Alexandre, merci Stéphane. À bientôt.